Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre. Quel bonheur de vous retrouver. Semaine du 18 février 2025. Cette semaine, plusieurs dossiers à l'agenda. On fait un retour d'abord sur cette proposition de Donald Trump pour la prise de contrôle de Gaza. Vous le comprendrez, on a adressé un peu la question la semaine dernière. Cette semaine, je veux qu'on s'attarde un peu plus au développement pour ce qui est des alternatives. La semaine dernière, je vous évoquais que c'était une proposition qui était pas vraiment réaliste, probablement plus une tentative de négocier, de créer une réaction chez les pays arabes. Cette semaine, la réaction commence à se manifester. On aura l'opportunité d'y revenir dans un moment. Négociations sur l'Ukraine, c'est un dossier absolument gigantesque. On n'a pas eu la chance dans les dernières semaines de le traiter en longueur avec autant de détails que ça commande. Cette semaine, je veux absolument qu'on s'attarde un peu à la question de l'Ukraine, sur les négociations. D'abord, encore une fois, en Arabie Saoudite, visiblement l'Arabie Saoudite qui émerge comme un médiateur dans les grands conflits internationaux, que ce soit pour Gaza que sur l'Ukraine. Ensuite, la question des métaux stratégiques, une proposition américaine qui est complètement lunaire. J'en ai parlé avec quelques-uns d'entre vous au cours des derniers jours, avec des amis, des collègues, et très peu en avaient entendu parler, ce qui m'étonne parce que c'est vraiment quelque chose qui relève de la politique fiction et qui, normalement, aurait dû commander beaucoup plus d'attention à l'échelle internationale. Ensuite, bien sûr, l'enjeu des négociations avec l'Ukraine. On apprend de la part de la Maison-Blanche des États-Unis que l'Europe ne participera pas aux négociations de paix avec la Russie dans le cadre du conflit en Ukraine. On y revient encore tout à l'heure. Dans le cas présent, les Européens paniquent parce que, bien sûr, on parle d'une trahison. On dit qu'on veut absolument être à la table de négociation, qu'on a notre mot à dire. On y reviendra tout à l'heure aux enjeux derrière tout ça. Les questions des garanties de sécurité, l'Europe, les États-Unis, on entend déjà certains pays qui lèvent la main et qui potentiellement pourraient déployer des troupes, même des troupes européennes, en Ukraine. Ça semble en fait un fait accompli. Conférence de sécurité en Munich, ça a brassé énormément. Encore une fois, quelque chose qui est passé complètement inaperçu, particulièrement en Amérique du Nord, parce que les déclarations de J.D. Vance dans le cadre de cette conférence de sécurité étaient pour le moins anodines dans le contexte nord-américain, mais extrêmement controversées en Europe et ça a été très mal reçu, particulièrement chez les Français et les Allemands. Donc, on revient sur tout ça tout à l'heure. Ensuite, finalement, on va essayer de couvrir tous les dossiers aujourd'hui à coup de peut-être 20-25 minutes chacun. La question des négociations entre la Turquie, la Syrie et les Kurdes. On a parlé beaucoup de la Syrie dans la revue de presse au cours des dernières semaines. Je veux absolument cette semaine qu'on ait l'opportunité de faire un retour, une mise à jour sur la situation. On se posait la question à savoir qu'allait-il arriver des bases russes, qu'allait-il arriver de la relation avec la Turquie, qu'allait-il arriver aux Kurdes. Est-ce qu'on allait encore une fois les lancer en dessous de l'autobus sur l'autel de la stabilité en Syrie? On y reviendra en fin d'émission. On a vraiment un dossier fantastique là-dessus. Alors, sans plus tarder, on commence avec cette proposition sur Gaza, le sommet en Arabie Saoudite qui se présente au cours des prochains jours. Donald Trump qui affirme donc encore une fois que les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. Si au début, on s'est demandé un peu à savoir quels étaient les paramètres de cette proposition, à quel point c'était sérieux. On a entendu parler d'une relocalisation, d'un déplacement temporaire. Certains porte-parole de la Maison-Blanche, que ce soit porte-parole au ministère de la Défense ou directement à la Maison-Blanche elle-même, département d'État, on a envoyé différentes pistes, comme quoi ça pourrait être temporaire, permanent, ou c'était seulement une question où on déploierait peut-être des troupes américaines, peut-être pas. Donald Trump a apporté ses propres précisions, disant que il y aurait des troupes américaines si nécessaire, que dans le scénario idéal, il n'y en avait pas. Cela étant dit, c'est un contrôle total qui reviendrait aux États-Unis. Donc, on pourrait disposer de la bande de Gaza comme on le désire. Il n'y a donc aucun retour des Palestiniens qui sera envisagé sur la bande de Gaza à terme. Encore une fois, je veux le répéter, il est extrêmement important de le maintenir. Là. Je vois difficilement comment c'est possible et ça me semble, de mon côté, de ma perspective, ça me semble absolument une tentative de négocier, tentative un peu maladroite, certes, on pourra en juger au résultat, à savoir où est-ce que tout ça va nous mener. On a vu la même séquence avec le Panama, le Canada, Groenland, plusieurs séquences de négociations actives en ce moment et difficile de savoir comment ça va se terminer. Dans certains cas, on a l'impression que c'est mal parti pour les États-Unis, que la question du Groenland, on s'est mis un allié à dos, on s'est mis l'OTAN à dos, on a créé une suspicion vis-à-vis les ambitions territoriales des États-Unis.
Le Canada, on a déclenché, on en a parlé au cours des dernières revues de presse, une réaction qui est absolument contre-productive pour les intérêts américains, alors que le Canada a décidé de s'émanciper, ou plutôt de choisir la voie de l'émancipation vis-à-vis sa dépendance aux États-Unis pour essayer de se sevrer un peu justement de cet état de captivité, d'en sortir pour avoir plus d'autonomie, de partenaires et d'alternatives à l'échelle internationale. Donc, difficile de juger en ce moment de l'état des négociations. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal? Clairement, on en a une de plus sur Gaza. À quoi on juge la proposition et le sérieux de la proposition et à quel point, justement, ça relève d'une négociation? Bien, c'est quand on le compare avec ce qu'on a vu au Panama, au Canada, un peu ailleurs. On a vu exactement la même chose, où on arrive avec une proposition un peu irréaliste, et plus qu'irréaliste, une proposition qui n'est pas réellement sérieuse. Comme je vous le disais avec le Canada, pour ces un État, 51e État plutôt que 6 États représentant les différences régionales, à quel point c'était pas très sérieux et que ça en disait long, que ça trahissait un peu le manque de sérieux de la proposition. C'est un peu la même chose pour la proposition sur Gaza. Alors qu'on nous parle en ce moment d'évacuer les Palestiniens, on ne sait pas sur quelle période de temps, on ne sait pas vers quel pays, on ne sait pas si c'est réellement possible, ne serait-ce qu'avec l'infrastructure sur place. Est-ce qu'il faudrait en construire de l'infrastructure additionnelle? Sur quel échéancier? Là, on nous dit on déplace les Palestiniens, il va falloir des années pour reconstruire la bande de Gaza, et c'est pourquoi on veut les déplacer. Naturellement, il faudra aussi des années pour construire une alternative, pour construire des villages, des villes, des emplacements quelconques pour accueillir les Palestiniens. Donc, la proposition ne semble pas vraiment sérieuse. On semblait plutôt brasser l'arbre pour ramasser un fruit, qui était l'implication plus importante des pays arabes sur la question palestinienne. Pour les Américains, ça fait longtemps qu'on veut sortir du Moyen-Orient, qu'on a l'impression que c'est pas notre problème. Et ce qui nous retient au Moyen-Orient, pour ce qui est de Washington, bien sûr, c'est Israël, les intérêts israéliens. On sent mal, il y avait la Syrie qui était encore très hostile à ce moment, bien sûr, sous Bachar al-Assad, très hostile aux intérêts israéliens, une relation un peu complexe avec la Jordanie, avec le Liban, avec l'Égypte, avec le Hamas, Hezbollah, l'Iran, tout le monde essentiellement dans le quartier avait une sorte de récrimination envers Israël, avait une sorte d'hostilité. Donc, à travers les accords d'Abraham, Trump a été en mesure de briser un peu cette impasse. Surtout Jared Kushner, on devrait lui donner le mérite, c'est vraiment plus M. Kushner qui a mené l'effort diplomatique là-dessus. Et on a réussi à briser l'impasse avec un certain nombre de pays. Maintenant, ce qui nous manque dans l'équation, c'est le rôle des pays arabes vis-à-vis la question palestinienne. Parce que si, certes, ils ont accepté de normaliser les relations avec Israël, c'est seulement la moitié de l'équation. L'autre moitié, pour régler le problème au Moyen-Orient, c'est bien sûr qu'arrive-t-il des Palestiniens? Si on normalise la relation avec Israël, on disait toujours c'était conditionnel à un État palestinien, à une solution à deux États. Du moins, c'était la condition qui avait été énoncée par l'Arabie saoudite. Et encore aujourd'hui, on nous impose un État palestinien. Du côté de l'Arabie saoudite, on dit hors de question de négocier avec Israël et d'en venir à ou plutôt d'en venir à une normalisation complète et entière, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un État palestinien digne de ce nom, pas un plan, un État formel. C'est le bout donc de la proposition qui était en ce moment qui accroche, qui empêche les États-Unis de sortir du Moyen-Orient parce que clairement, Israël n'avait aucune intention de créer un État palestinien. Netanyahou a été très clair là-dessus à plusieurs occasions, souvent en campagne électorale. On s'entend, on le dit moins clairement lorsque la campagne électorale est terminée. Mais en campagne, Netanyahou étant aligné à droite ne se gêne pas du tout pour le dire. No Palestinian state under my watch. Aucun État palestinien sous ma supervision. Donc, Netanyahou, là-dessus, sa posture, elle est très claire. Et si, depuis longtemps, on joue dans cette mauvaise pièce de théâtre dans laquelle il va y avoir un État palestinien, c'est certain, c'est seulement une question de temps, c'est une question de gouvernance, comment ça va être organisé. Beaucoup de pays dans le monde savaient très bien que c'était plus une solution réaliste, en raison, notamment, de l'état de la gouvernance à l'intérieur de la bande de Gaza, du fait que le Hamas était une influence importante, du fait que le Hamas, en fait, disons-le, a gagné des élections. Le Hamas ensuite a fait la guerre au Fatah à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc, le constat, et ensuite par l'incapacité du Hamas à s'entendre avec l'autorité palestinienne et plus largement avec la communauté palestinienne en dehors de Gaza, on a compris qu'un État palestinien unitaire qui réunirait et la Cisjordanie et la bande de Gaza sous une seule autorité, c'était pas réaliste.
C'était tout simplement pas réaliste. Donc, il y a eu cette proposition de la part des États-Unis, Jared Kushner dans le premier mandat, de créer ce semi-État qui était au fond un ensemble de petites communautés palestiniennes enclavées à l'intérieur du territoire israélien. Ça n'a pas été pris au sérieux par personne. Aujourd'hui, ce que fait Donald Trump, d'une certaine manière, c'est de déplacer radicalement la fenêtre d'Overton, de déplacer radicalement la fenêtre de négociation et d'ouvrir le discours pour inclure des possibilités qu'on n'imaginait pas autrefois. Quand Trump dit « on est prêt à déplacer les Palestiniens », ce qu'il est en train de sous-entendre et de mettre sur la table, c'est dire « les Palestiniens n'ont pas nécessairement droit acquis à la bande de Gaza. On est prêt à vivre dans un monde dans lequel ce n'est pas un territoire palestinien. Encore mieux, on est prêt à vivre dans un monde dans lequel on occupe le territoire nous-mêmes. » Une fois qu'on a ouvert la fenêtre aussi large, il y a plein de concepts tabous qui viennent d'être brisés. Le concept d'un État palestinien unitaire. Soudainement, il y aurait la possibilité d'un État palestinien en Cisjordanie sans la bande de Gaza. Ça, c'est un premier tabou qui vient d'être brisé. Je vous dis pas que ça va se produire, je dis pas que c'est désirable. Je veux que vous compreniez la fenêtre de négociation et les paramètres qui sont actuellement mis devant nous. On nous dit, on est prêt à vivre avec un État palestinien qui est seulement en Cisjordanie et qui n'aurait pas besoin ou qui serait isolé de la bande de Gaza. Les Palestiniens, on est prêt à les déplacer ailleurs, sans même savoir à quel endroit. Donc, c'est pas une question de les envoyer dans un pays acceptable ou dans un pays allié ou quoi que ce soit. Non, on est prêt à les envoyer en France s'il y a quoi que ce soit. Et Trump est à veille de nous demander de les prendre au Canada. Donc là-dessus, on a encore ouvert la fenêtre de négociation. Si autrefois, il était un appel assez clair à la Jordanie, à l'Égypte, de s'impliquer, de prendre des réfugiés palestiniens, aujourd'hui, il devient de plus en plus clair qu'on appelle à l'Arabie saoudite, à l'Iran, à tout le monde autour qui pourrait peut-être avoir un intérêt à une stabilité régionale, de lever la main et de prendre des Palestiniens. Ensuite, on brise le concept, surtout sur lequel Gaza est un territoire palestinien historique, qui est une réclamation parfaitement légitime de la part des Palestiniens dans le contexte historique dans lequel les Israéliens se sont installés, dans lequel le territoire israélien s'est développé, a occupé ce qu'on occupe aujourd'hui dans la région. Gaza a des prétentions légitimes sur sa bande de territoire. C'est-à-dire, écoutez, c'est un des dernières enclaves qui est exclusivement sur la propriété palestinienne. Donc maintenant, on vient un peu atomiser tout ça, à dire les Palestiniens ne sont pas un peuple. Les Palestiniens sont des individus. Et on peut les déplacer, on peut les diviser, les envoyer un peu partout. C'est scandaleux. C'est une proposition qui est absolument scandaleuse. Mais il demeure que c'est productif dans le cadre de la négociation, manifestement, parce que c'est tellement inacceptable, tellement intolérable. Et comme on en parlait dans les dernières revues de presse, on vient d'ouvrir justement une possibilité en créant l'intolérable. Les États arabes sont maintenant ouverts à accepter l'indésirable. Une implication plus importante en Palestine ou dans le contexte du conflit israélo-palestinien pour soit prendre les Palestiniens, soit reconstruire la bande de Gaza. C'est ça qu'on est en train de suggérer. Maintenant, les pays arabes doivent tout faire pour détruire chacune des propositions, si on veut, les propositions théoriques qu'on vient de faire, comme quoi la Palestine n'est pas un territoire qui revient, Gaza n'est pas un territoire qui revient à la Palestine et aux Palestiniens. Les Arabes vont essayer de défendre ce point. Et dire non, on va tout faire pour maintenir les Palestiniens sur le territoire. Donc, on est prêt à accepter des termes indésirables comme on va prendre la facture, comme on va envoyer une force de maintien de la paix à Gaza pour s'assurer d'administrer tout ça, puis de construire, puis de développer l'infrastructure et d'avoir un peu de cohésion dans les services publics. On va s'impliquer dans la formation d'un gouvernement alternatif qui va exclure le Hamas et toute forme de force islamiste. On va travailler conjointement avec Israël. C'est ce que veut entendre Trump. De la même manière que quand il demande au Panama, on va envahir le Panama, ce qu'il veut entendre, c'est on va expulser la Chine, les navires américains vont avoir un droit de transit, et il y aura à partir de maintenant des paramètres beaucoup plus favorables pour Washington. Ensuite, c'est quand on parle au Groenland et qu'on dit au Groenland on va le prendre de force, ce qu'on veut entendre, c'est beaucoup plus attendez, on va lever notre interdiction par décret sur l'exploration d'uranium et de gaz naturel, de pétrole. On va permettre l'extraction des ressources naturelles et on va même donner des privilèges aux Américains. C'est ce qu'ils veulent entendre.
C'est ce que veut Washington sur la question de Gaza, en arrivant avec une proposition aussi irrecevable. On veut entendre de la part des pays arabes, on va s'en occuper. Parce que si depuis longtemps, et ça c'est très important de le comprendre, c'est quelque chose aussi de relativement tabou, mais ça faisait un peu l'affaire des pays arabes que de voir ce conflit qui était impossible à résoudre dans la région, parce que ça leur permettait de justifier une hostilité fondamentale, idéologique, religieuse envers l'État d'Israël. On déteste Israël. Et le fait qu'il y avait ce conflit latent et presque paralysé pour des générations entre Israël et la Palestine, on pouvait dire, écoutez, nous, on ne normalise pas avec Israël tant qu'il y a ce conflit. C'est tout à fait légitime. On peut remonter aux années 70 et c'est une réclamation tout à fait légitime de la part des pays arabes. Mais il reste que ce que ça créait comme situation, c'est que la responsabilité de régler le problème imputait pas aux pays arabes. La responsabilité, c'était Israël va régler le problème. Les États-Unis vont régler le problème. Les acteurs impliqués vont trouver une solution qui accommode les Palestiniens. Trump, en proposant cette idée complètement irrecevable d'occuper et de coloniser la bande de Gaza, en expulsant les Palestiniens, il vient un peu inviter les pays arabes à s'occuper, à prendre charge du problème eux-mêmes et à dire « votre solution est tellement irrecevable que nécessairement la nôtre est plus désirable, même si imparfaite. » Parce que autrefois, les pays arabes ne voulaient pas appliquer une solution imparfaite. La solution parfaite était la seule solution, la seule conclusion acceptable, qui était une solution à bi-État avec un État d'Israël et un État palestinien qui coexistaient. Là-dessus, il faut le dire, Israël est mort de rire. Israël est mort de rire depuis le début, continue à être mort de rire en ce moment. Netanyahou ne peut probablement pas croire à sa propre chance. Et je vous dis, attendez-vous à une montée de l'instabilité dans la région au cours des prochaines semaines, à mesure où les pays arabes vont faire leurs propositions. Certaines en faveur du Hamas, d'autres contre le Hamas. Et Israël, de son côté, risque de sentir une fenêtre stratégique se refermer. Donc, Israël, en ce moment, on les voit déjà commencer à frapper au Liban. On les voit déjà commencer à mener des attaques additionnelles dans la bande de Gaza, malgré le cessez-le-feu. On les voit déjà, la proposition sur les otages, la négociation à cet égard, c'est un processus qui achoppe depuis quelques jours, alors que le Hamas ne donne pas tous les otages qu'ils étaient supposés. Israël, de son côté, a aussi des revendications qui ne sont pas complètement respectées. Donc, on voit que ce cessez-le-feu est extrêmement fragile et qu'il tient seulement à la satisfaction d'Israël vis-à-vis de l'état des choses. Actuellement, Israël est satisfait à la seconde où on va estimer qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, qu'on devrait relancer l'offensive. Israël a tout à fait la possibilité de le faire. En fait, il y a quelques jours, Netanyahou affirmait ouvertement, accompagné de représentants américains, qu'il était confiant que dans ce mandat de Trump, Israël allait être en mesure de couper la tête du serpent de l'Iran. Essentiellement, le serpent iranien. Donc, sommet cette semaine en Arabie Saoudite, attendez-vous à ce qu'il y ait des propositions de la part des pays arabes pour prendre charge de ce problème et de retirer, si on veut, la proposition américaine de sur la table. Et on pourra ensuite dire qu'effectivement, cette tentative de négocier et cette tentative pour le moins controversée et taboue de la part de Donald Trump aura été productive. Parce que si effectivement on amène les pays arabes à la table pour qu'eux proposent des alternatives, c'est du jamais vu. On n'a jamais eu les pays arabes qui proposent autre chose qu'un État palestinien unitaire avec la Cisjordanie et Gaza. Donc maintenant, on les assoit. Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, dit ouvertement, vous n'êtes pas content de la solution? C'est la seule qu'il y a sur la table. Donc l'invitation est claire. On veut une alternative. On sait que c'est pas acceptable. On veut pas coloniser Gaza. On ne le désire pas. Mais Trump est prêt à s'afficher comme quoi on va le faire si nécessaire. À vous de croire si c'est vrai ou pas, mais la négociation est entamée à cet égard. Négociation sur l'Ukraine. On continue là-dessus. Encore une fois, probablement que ça va se passer en Arabie Saoudite alors qu'on entend de la part de la Maison-Blanche et du Kremlin que les négociations sont bien amorcées. Un appel téléphonique, notamment entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui aurait duré jusqu'à 3 heures, alors que les deux ont défini d'abord quels seraient les paramètres principaux de la négociation, les concessions qui étaient possibles d'imaginer, mais aussi à quel endroit on négocie, dans quelle fenêtre de temps, est-ce que vous êtes prêts, est-ce qu'on est prêt,
qui sera présent dans la délégation. C'est vraiment des paramètres un peu plus techniques, mais qui sont importants à mettre la table avant de commencer la négociation. Déjà, on comprend aussi qui participera à cette négociation. Et c'est là qu'on a vraiment une grosse controverse, alors qu'on apprend que les États-Unis excluent l'Europe de la négociation de paix avec la Russie. En fait, les Américains disent même que les Ukrainiens non plus ne participeront pas à la négociation de paix. Là, on entre dans une autre dimension. Je pourrais comprendre pourquoi les Européens ne participent pas. Vous allez me lancer des tomates autant que vous le voulez. Cela étant dit, l'Ukraine, il y a quelque chose d'un peu différent. Là, on comprend vraiment la nature de la guerre à laquelle on assiste, qui est une guerre par procuration, une guerre dans laquelle les forces américaines, l'autorité américaine affrontent la Russie. Aussi directement que possible, visiblement, lorsque le gouvernement ukrainien n'a même plus son mot à dire dans la guerre. La conduite de ce conflit, manifestement, était déterminée depuis Washington depuis un bon moment. Si les États-Unis, rien qu'en levant la main, en annonçant qu'ils sont prêts à négocier, l'Ukraine n'a d'autre choix que d'accepter de déposer des armes et de montrer une volonté, elle aussi, à négocier. On se parlait la semaine dernière de la possibilité de remplacer Zelensky. Comme quoi, les services de renseignement russes, spécifiquement, laissent glisser des murmures comme quoi l'Occident aurait peut-être l'intention de remplacer Zelensky à travers une campagne de salissage, une campagne de relations publiques pour détruire la réputation de Zelensky et inviter une nouvelle élection. On comprend un peu mieux de quoi il est question en ce moment, alors que les Américains demandent à l'Ukraine de céder des concessions absolument gigantesques. D'abord, sur la question stratégique, sur les alliances défensives, sur la participation à l'OTAN, sur l'économie, spécifiquement sur les terres rares, les minéraux, gaz naturel, pétrole. Les États-Unis ont clairement des demandes très importantes vis-à-vis de l'Ukraine. On s'attend à ce que l'Ukraine fasse des concessions. Et si Zelensky n'est pas prêt à les offrir, il est possible effectivement que les États-Unis cherchent une alternative. Cette semaine, on a lu pour la première fois Donald Trump apporter un commentaire quant à Zelensky et sa légitimité démocratique. Donald Trump disant, vous savez, en Ukraine, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'élection. Il faudrait qu'il y ait une élection à un moment donné. At some point, at one point or another, il devrait y avoir des élections. Donc, des États-Unis, Donald Trump agite déjà le spectre, si on veut, d'un remplacement aussi de Zelensky. Quand on parle de « il devrait y avoir des élections », on est en train essentiellement de suggérer « il faut que tu acceptes ce qu'on te met sur la table ». Si tu n'es pas prêt à le faire, on va simplement placer quelqu'un d'autre qui, lui, va être prêt à nous offrir ces concessions. Lorsqu'il est question de Zelensky, c'est un accessoire, si on veut, de la politique étrangère américaine depuis un certain moment. On le comprend maintenant plus évidemment que jamais. Alors donc, la question maintenant est à savoir comment cette négociation va s'orchestrer. On sait que ça aura lieu en Arabie Saoudite. On sait que l'Ukraine n'y participera pas. On sait que l'Europe en sera exclue également. Et ça cause énormément de controverses, alors que les alliés européens déclarent carrément que c'est une trahison. On parle d'une trahison. On organise, en fait, les Européens maintenant, à l'initiative d'Emmanuel Macron, organisent un sommet d'urgence pour organiser, si on veut, orchestrer une réaction à l'exclusion des négociations vis-à-vis de l'Ukraine. On a cet article ici du Courrier international. Après la trahison de Trump, les Européens préparent un sommet d'urgence à Paris. Varsovie a affirmé samedi que la réunion prévue lundi, organisée à l'initiative d'Emmanuel Macron, visait à discuter des défis posés par le plan de paix ukrainien de l'administration Trump. Pour la presse européenne, la rapidité de la réponse européenne témoigne de l'ampleur de l'anxiété sur le continent. En fait, on peut parler d'une panique, littéralement d'un choc du côté des Européens, de plus en plus inquiets face à la possibilité que les États-Unis excluent le continent des pourparlers autour d'un plan de paix en Ukraine. Les dirigeants européens ont prévu de se retrouver lundi autour d'un sommet d'urgence. D'après le ministre polonais des Affaires étrangères, c'est le président Macron qui a convié à Paris ses homologues pour discuter des défis posés par l'administration Trump. Outre le premier ministre Donald Tusk, le premier ministre britannique Keir Starmer a lui aussi été convié, tout comme le chancelier allemand Olaf Scholz et son homologue italienne Giorgia Meloni. Les Européens s'efforcent de faire front commun depuis l'entretien téléphonique de mercredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine, à l'issue duquel le président a dit avoir convenu avec son homologue russe d'entamer des négociations sur le plan en Ukraine. On redoute notamment que l'administration ne cède tout à la Russie et d'être tenu à l'écart de toute prise de décision.
Un paragraphe ici particulièrement intéressant sur la posture des États-Unis là-dessus. Selon la BBC, l'envoyé spécial américain Keith Kellogg a lui-même affirmé samedi que les négociations précédentes, on fait probablement référence d'abord aux négociations de 2014-2015 à la crise de la Crimée, mais aussi subséquemment à la période immédiatement après l'éclatement de la guerre dans laquelle le Royaume-Uni est intervenu pour saboter le processus de paix. On nous dit les négociations précédentes avaient échoué parce que trop de parties étaient impliquées. Il a laissé entendre que les Européens ne seraient pas directement invités à prendre part aux pourparlers, même s'ils auraient leur mot à dire. Samedi, dans un discours à la conférence de Munich, le président ukrainien Vladimir Zelensky a lui aussi exhorté les Européens à se renforcer pour éviter un accord forgé par les Américains dans le dos de l'Ukraine et de l'Europe. Donc, les Ukrainiens eux-mêmes paniquent à la vue de cet accord de paix, sachant très bien qu'ils n'ont aucune liberté, qu'ils n'ont pas de latitude, qu'ils ne peuvent pas changer nécessairement la trajectoire. Ils doivent accepter ce qui est imposé par les États-Unis, à moins que l'Europe intervienne dans le processus et que nécessairement l'Ukraine est convaincue que l'Europe défendrait un peu mieux ses intérêts territoriaux, ses intérêts stratégiques, la question de l'OTAN. L'Europe, à la base, a beaucoup plus besoin de l'OTAN que les États-Unis. L'Europe elle-même a voulu inclure l'Ukraine à l'intérieur de l'Union européenne, à l'intérieur de l'OTAN. Donc, il y a clairement là-dessus une certaine sympathie en Europe qu'on ne retrouve plus aux États-Unis vis-à-vis la cause ukrainienne. Et c'est ce que tente d'exploiter l'Ukraine autant que possible en intégrant les Européens dans l'équation et en essayant, oui, d'ajouter des chefs dans la cuisine pour essayer de créer un accord qui sera le moins possible déterminé par Donald Trump et Vladimir Poutine, deux figures qu'on estime hostiles aux intérêts ukrainiens. Alors donc, on veut ajouter des gens dans la pièce. Même s'ils n'ont qu'1%, 2% du mot à dire dans le processus de paix, ce sera au moins une posture qui va déplacer un peu l'aiguille en faveur de l'Ukraine. Du moins, c'est ce qu'estime Kiev au moment où on se trouve. La trahison de Trump enhardi Vladimir Poutine et coupé l'herbe sous le pied des alliés de l'OTAN, remarque le Guardian. La réunion qui se tiendra probablement lundi devrait discuter des efforts américains visant à exclure les dirigeants européens des pourparlers de paix, de la position que l'Europe devrait adopter sur la future adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et de la manière dont l'Ukraine peut se voir offrir des garanties de sécurité, soit par l'intermédiaire de l'OTAN, soit par une force européenne. C'est vraiment ici le nerf de la guerre, c'est la garantie de sécurité et le rôle de l'OTAN là-dessus. Parce que là, on entend un peu, notamment Pete Hegseth, secrétaire de la Défense aux États-Unis, récemment confirmé par le Sénat américain. D'ailleurs, dans une égalité, il a fallu que J.D. Vance, vice-président, vienne briser l'égalité au Sénat devant l'opposition totale des démocrates. Pete Hegseth, il a été un peu d'une maladresse cette semaine, affirmant ouvertement que l'Ukraine devait abandonner ses ambitions vis-à-vis l'OTAN, devait abandonner ses ambitions territoriales vis-à-vis la Crimée, vis-à-vis le Donbass, que tout ça, c'était irréaliste. Ce qui est vrai. Il a tout à fait raison. C'est absolument vrai. On en parle d'ailleurs à la revue de presse depuis un moment, à quel point la position ukrainienne officielle est un peu incompatible avec la réalité sur le terrain, à quel point ça devenait même contre-productif dans le processus de paix, que c'était un obstacle, si on veut, à arriver à une discussion productive. Bien, Pete Hegseth, en faisant une déclaration de la sorte, en affirmant ce que tout le monde sait très bien, en disant tout haut ce que tout le monde pense tout bas, on l'accuse d'avoir un peu cédé le levier de négociation des États-Unis parce qu'on le sait qu'on va céder l'OTAN. L'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. On est tous d'accord là-dessus. L'Ukraine, probablement, ne pourra jamais retrouver le Donbass, ne pourra jamais retrouver la Crimée non plus et n'aura pas de garantie de sécurité ferme de la part de l'OTAN. Certains ont même suggéré ça, que sans être membre de l'OTAN, l'Ukraine pourrait être défendue par l'OTAN dans une entente spéciale. Visiblement, tout ça, ça ne tient pas la route. Et Pete Hegseth a fait cette déclaration. Mais ces concessions, on devrait les faire en négociation. Ou du moins, c'est ce qui est reproché justement à Pete Hegseth dans cet échange. Ce qu'on dit, on a retiré des leviers de négociation à Donald Trump. Si on sait très bien que tout ça, c'est sur la table, on doit le laisser sur la table, pas le céder d'avance à la Russie. Donc, tant les Ukrainiens que les Européens ont l'impression que la négociation est en train de tourner déjà à la faveur de la Russie et donc on veut s'impliquer et on veut avoir un rôle à jouer dans les garanties de défense, à dire, bon, ben, si l'OTAN n'ira pas défendre l'Ukraine,
on a besoin d'une garantie de défense pour l'Ukraine pour avoir un processus de paix sérieux. Sans quoi, c'est pas crédible. Ça veut dire que la Russie pourrait envahir demain matin. On serait dans le même scénario dans lequel l'Ukraine ne serait pas en mesure de se défendre. La Russie récupérerait un avantage démographique, économique, industriel, militaire, jusqu'à marcher comme un rouleau compresseur. C'est une question de temps et c'est un peu la logique qu'on essaie de briser, du moins. C'est la logique européenne, ce que je vous explique. On voit la Russie comme cette force inarrêtable. La seule manière de l'arrêter, c'est une garantie de défense ferme qui agirait comme force dissuasive. On parle de l'OTAN, c'est pas sur la table. Lorsqu'on nous mentionne, et ce que Washington a initié en passant, les États-Unis se sont mis à distribuer parmi les capitales européennes des mémos, des questionnaires, à savoir qu'est-ce que vous seriez prêt à contribuer pour une garantie de défense de l'Ukraine après la guerre. Question très intéressante. C'est un enjeu aussi qui a été un peu ignoré dans la presse occidentale, mais ce questionnaire qui a été distribué secrètement, confidentiellement par les États-Unis, il a été distribué en Italie, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Ce qu'on veut savoir, c'est combien de soldats, combien de forces, combien d'avions, combien de chars. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table après la guerre pour remplacer, si on veut, une adhésion à l'OTAN de la part pour l'Ukraine. En ce moment, les capitales européennes paniquent parce que, bien sûr, ce qu'ils veulent, c'est pas être sous l'autorité des États-Unis. Ils veulent surtout pas que ce soit Washington qui détermine le reste de la guerre, ou plutôt le processus de paix et de quoi aura l'air la garantie de sécurité. On veut bien sûr avoir notre mot à dire dans le contexte de la sécurité européenne. Il est un peu absurde que les États-Unis déterminent un peu dans quel état ils laissent les choses et ensuite on s'en va de l'autre côté de l'Atlantique et on oublie que tout ça s'est passé, alors que visiblement les conséquences, les impacts géopolitiques de tout ça seront ressentis d'abord et avant tout par les capitales européennes. Ils devraient avoir leur mot à dire, ça c'est tout à fait légitime. Cela étant dit, on comprend quand même la position américaine et la position de Washington qui nous dit les Européens, vous n'avez pas d'affaire à la table de négociation. Pourquoi? Parce que vous êtes affichés ouvertement en faveur de la guerre, contre un processus de paix. Vous n'êtes pas des acteurs crédibles dans un processus de paix. Vous ne la voulez pas. La dernière fois qu'on a essayé, M. Boris Johnson est intervenu dans le processus pour empêcher, saboter le processus de paix. Donc, vous nous dites aujourd'hui, après nous avoir maintenu que la guerre devait continuer, qu'on enverrait des troupes en Ukraine si nécessaire, que la posture américaine de mettre fin au conflit était recevable et irresponsable et inadmissible. Là, aujourd'hui, vous voulez participer avec nous à table de négociation. On comprend la posture américaine de dire, vous n'avez pas d'affaires là. Vous voulez pas la paix. Vous avez manifesté votre désir de faire la guerre encore et toujours. Donc, on ne voit pas comment ça pourrait être une force productive pour la paix sur un effort de négociation. Je ne vous dis pas que les États-Unis ont raison. Je vous dis que c'est leur position, c'est leur posture. Quand ils disent « les tentatives précédentes ont échoué parce qu'il y avait trop de gens dans la pièce, trop d'intérêts sur la table », les États-Unis sont en train de dire « vous êtes nuisibles. Vous ne nous aiderez pas à venir une paix rapide, à venir à une paix totale et entière qui sera durable. Plutôt, vous allez probablement chercher à mettre vos propres intérêts. » Et là-dessus, Washington a tort, comme je vous le dis. Clairement, les Européens ont un intérêt à une paix durable, ont un intérêt à avoir une garantie de sécurité fiable et ils refusent aujourd'hui d'être dirigés par Washington, alors que l'alternative, la porte de sortie, moi, ce que j'entrevois pour l'Europe, et c'est probablement ce qui va se produire d'ailleurs, encore une fois, on a ouvert la fenêtre de négociation et je m'attends à ce que l'Europe réagisse. Ce sommet qui a lieu aujourd'hui, nous sommes lundi au moment d'enregistrer, en même temps que le sommet a lieu justement à Paris entre les alliés européens, je m'attends à ce que ce qui émerge très rapidement de tout ça, c'est une armée européenne. Ça ne s'appellera pas ainsi. Ça va s'appeler une force de maintien de la paix, qui graduellement va évoluer dans une structure militaire intégrée entre plusieurs alliés qui va essentiellement être une alliée européenne. Quand Donald Trump passe et distribue un questionnaire pour demander qui veut contribuer quoi, vous comprenez que ça n'a pas besoin de venir de Washington. Ce questionnaire pourrait être distribué directement à l'intérieur des pays européens, puis on aurait probablement les mêmes résultats, à savoir combien de chars, combien de soldats, combien d'avions, etc. On pourrait avoir le même effort en Europe et s'émanciper, encore une fois, de l'influence des États-Unis. Donc, moi, ce à quoi je m'attends, c'est que cette force de maintien de la paix, qui sera, d'une certaine manière, l'embryon de l'armée européenne,
de cette armée de l'Union européenne qui éventuellement sera plus formelle, sera plus crédible, sera plus solide. La réflexion en Europe sur la question sécuritaire est loin d'être terminée. Les États-Unis, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, et c'est pourquoi je voulais absolument qu'on aborde toute la question de la conférence de sécurité de Munich en parallèle avec les négociations sur l'Ukraine, c'est qu'on a vraiment en ce moment un choc en Europe, alors qu'on constate que les Américains ne sont pas des alliés. Les Américains ne sont plus des amis. Ils ne partagent que très peu d'intérêt avec l'Europe au point où on en est. Et ce que ça invite, c'est donc une réaction de la part de l'Europe. En fait, on en parlait dans la dernière vidéo, celle qui vient tout juste de paraître. Les Européens, à beaucoup d'égards, vivent dans un monde qui n'existe plus. Un monde dans lequel les États-Unis offrent une relation privilégiée avec l'Europe simplement parce que ce sont des démocraties libérales et que ce sont des alliés, des amis. Le simple fait que ce soit des amis en fait des alliés. En fait, des gens qu'on va protéger, à qui on va faire des faveurs. Ce monde n'existe plus. Les États-Unis sont tombés dans une logique absolument transactionnaliste dans laquelle on veut obtenir quelque chose en échange et on va essayer de maximiser autant que possible cette concession au détriment des intérêts des autres si nécessaire. Ce que ça exige de la part de l'Europe, c'est une réponse ferme, une réponse urgente à créer une forme de dissuasion sécuritaire purement européenne qui ne passe plus par Washington, où on est en mesure d'avoir des soldats européens et de les déployer à la mesure des besoins de l'Europe. C'est une possibilité. Moi, c'est ce que j'entrevois comme possibilité. Est-ce que c'est désirable? On peut venir maintenant à toute la question de la souveraineté, de l'autonomie de l'État. Chaque État devrait avoir son armée, bien sûr. Mais dans le contexte actuel, ce que moi, je vois découvrir, c'est un retour aux ambitions d'Emmanuel Macron qu'on assistait autour de 2017-2018, ces ambitions de sécurité européenne autonome et intégrée dans laquelle l'Allemagne collabore avec la France et met en commun des ressources pour défendre une Europe unifiée. C'est, à mon avis, la direction dans laquelle on se retrouve, on se dirige à nouveau, alors que l'Europe est aujourd'hui sous le choc et constate que Washington n'a aucun intérêt à négocier avec eux ou à participer de manière productive. Ce qu'on recherche, c'est plutôt l'intérêt immédiat de Washington. Les métaux stratégiques, la proposition américaine, c'est absolument spectaculaire et il faut qu'on s'attarde à ça parce que ça revient encore une fois un peu en boucle sur l'avenir de Zelensky. Un article absolument fascinant de Politico. L'Ukraine hésite à signer l'accord de Trump sur la cession de ses richesses minières. Quelque chose qui est passé vraiment inaperçu. On a entendu parler de Donald Trump qui a mentionné à quelques occasions, vous savez, on devrait se rembourser. On devrait se rembourser. On avait mentionné d'ailleurs dans la campagne électorale de 2016-2015, où alors que Donald Trump disait ouvertement, on aurait dû se rembourser en Irak, on aurait dû prendre le pétrole. We should have taken the oil. Et on lui posait la question à savoir, mais comment logistiquement ce serait pas? Ben, on laisse une force sur place, on exploite le pétrole avec nos entreprises et on se rembourse avec les profits. C'était encore une fois une vision purement transactionnelle. Maintenant, pour ce qui est de l'Ukraine, on fait la même chose avec les richesses minières. On dit, vous savez, l'Ukraine a beaucoup de minerais, a énormément de terres rares, de pétrole, de gaz naturel. C'est en fait certains des gisements les plus prometteurs d'Europe se trouvent en Ukraine. Donc, les États-Unis devraient les exploiter et se rembourser à hauteur d'au moins 500 milliards de dollars à travers l'exploitation des minerais ukrainiens. C'est tellement caricatural, ça relève tellement de la parodie que c'est pas tellement surprenant d'une certaine manière. C'est un peu comme les derniers tours. D'une partie de Monopoly. Quand le joueur devant vous plus une balle, plus un terrain, qui tombe sur un de vos hôtels et que ça coûte 1500 $. Je vais prendre toutes tes jaunes, je vais prendre toutes tes oranges, je vais prendre tes bleus, donne-moi tes chemins de fer, puis c'est ça. Il n'y a pas de levier. Puis en échange, on va annuler ta dette. C'est un peu l'équivalent que les États-Unis sont en train de faire en ce moment avec l'Ukraine. Et quand je dis c'est tellement caricatural, tellement parodique, que c'est une insulte presque aux prédictions qu'on faisait il y a maintenant 2 ans. Alors qu'on vous mentionnait, on avait une vidéo entière sur la question à dire « L'Ukraine fait la guerre à crédit ». Je vous invite à regarder cette vidéo à retour. C'est une vidéo qu'on a publiée à peu près 1 an après le début de la guerre en Ukraine, à voir, attention,
la dette de l'Ukraine est en train d'augmenter et les États-Unis sont très clairs que ça devra être remboursé. Et on évaluait déjà dans cette vidéo, bon, comment est-ce que ça pourrait être remboursé en termes pratiques? Ben, probablement que ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser directement les ressources pétrolières, minières, les ressources de terres rares. On va l'exploiter industriellement, l'Ukraine, pour extraire de l'argent de tout ça. Parce que, visiblement, l'Ukraine n'aurait pas les moyens de rembourser à travers ses finances publiques, à travers son trésor. L'Ukraine est complètement vidée, n'a plus d'argent, est endettée. Déjà, on lui donne l'argent qu'elle a besoin pour fonctionner, payer ses employés du service public. Donc, vous comprenez qu'une fois la guerre terminée, on peut difficilement cogner à la porte et se faire rembourser les centaines de milliards qui ont été prêtés. La prémisse avait toujours été que les Américains allaient annuler la dette. C'est une prémisse qui était entretenue par l'administration Biden et par les Européens, comme quoi on va voir. Là. On fait ce qu'il faut pendant la guerre, puis après la guerre, on verra. On va s'arranger, on verra, on va faire un effort. Parce que aussi, les capitales européennes et Washington doivent composer avec une audience locale, une audience domestique qui, elle, entend parler de faire un cadeau de quelques centaines de milliards de dollars à un pays étranger dans lequel ils n'ont jamais mis un pied, où ils connaissent personne, alors que leur niveau de vie se dégrade de plus en plus. Pour beaucoup de gens, cette idée d'absoudre la dette ukrainienne, c'était complètement lunaire. Donc, beaucoup de capitales européennes, en fait tout le monde, et Washington, sifflotait en alludant au fait qu'on allait trouver une solution, mais on voulait pas trop s'engager là-dessus parce que politiquement, c'était toxique. Puis arrive Trump, qui dit « Non, non, on va se rembourser. Non, il n'y a pas de... on va oublier la... Non, non, c'est une dette, ils vont nous rembourser au complet, et même, on va se rembourser encore plus de ce qu'on a donné. On devrait tirer un profit de tout ça. » Et les mots utilisés par Trump sont « So at least we don't feel stupid. » Pour qu'au moins, on se sente pas stupide d'avoir fait ça, d'avoir financé tout ça. On arrive à 0-0, ça n'a aucun sens. On doit faire un profit avec ça. Donc, la logique ici de Donald Trump était vraiment, il doit y avoir une transaction. Il doit y avoir un remboursement. Quand je dis caricatural, c'est que c'était tellement prévisible, c'était tellement évident que l'Ukraine allait avoir une contrepartie complètement démesurée à offrir aux États-Unis, aux alliés européens, à l'issue du conflit, lorsque de la poussière retomberait pour rembourser les frais énormes. Parce que si oui, il y a de l'argent qui est donné, ce qu'on relevait aussi dans cette vidéo, c'était que l'écrasante majorité des dons et des contributions qui étaient faites à l'Ukraine de la part des alliés, tant au niveau financier, économique que militaire et en équipement, en ressources, tout ça, c'était des prêts. C'était une ligne de crédit qu'on avait ouverte pour l'Ukraine. Politiquement, c'était payant de faire ça. On envoie un cadeau à l'Ukraine, on envoie de l'argent à l'Ukraine. C'était de l'argent qu'on prêtait. On endettait l'Ukraine avec des taux d'intérêt assez importants, sous la promesse d'être remboursé un jour à profit. Alors donc, bon, c'était politiquement très payant d'annoncer tout ça, mais la réalité derrière tout ça n'était pas exactement ce qu'on nous laissait entrevoir. Aujourd'hui, Donald Trump va beaucoup plus loin que juste son allusion. On nous disait, il faudrait qu'on se rembourse. Et c'est là vraiment que je trouve que c'est passé complètement inaperçu. Le moment où Donald Trump a fait allusion à l'idée et le moment où ça s'est concrétisé. Il s'est passé tout juste quelques jours là-dedans, tout juste quelques semaines. C'est autrefois, par exemple, comme les tarifs, on nous dit « on va mettre des tarifs contre le Canada ». Il y a eu cette espèce de slow ramp-up jusqu'au moment où on arrive aux tarifs, effectivement, cette espèce de crescendo, si on veut, de l'actualité politique. Là, cette fois, l'accord de Trump sur les richesses minières, on l'a vu venir de nulle part, à part cette allusion de Trump, presque immédiatement. Ça a été mis sur papier, et ce qu'on apprend, c'est que les États-Unis sont actuellement en train d'essayer de le pousser dans le fond de la gorge de l'Ukraine. Les États-Unis et l'Ukraine sont en pourparlers pour conclure un accord visant à exploiter les terres rares de Kiev en échange du soutien de Washington. Malgré l'insistance des États-Unis, le président ukrainien Zelensky a refusé de signer un projet d'accord prévoyant de céder la moitié des terres rares de son pays à des entreprises américaines en échange d'un soutien militaire. L'accord n'a pas encore été signé. Les parties discutent des détails, a déclaré un responsable ukrainien au courant des négociations. Les avocats y travaillent. Dans leur projet, les États-Unis ont décrit d'une manière très compliquée de récupérer les 50 %. Le responsable a ajouté que le projet américain ne pourrait pas fonctionner car il entrait en conflit avec la loi ukrainienne. Kiev a activement tenté de convaincre le président américain, qui est enclin à la transaction, de considérer la richesse minérale de l'Ukraine comme une raison solide de continuer à la soutenir contre l'invasion russe.
Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que les Ukrainiens se sont fait prendre au jeu. Parce que c'est vrai que la proposition vient des Ukrainiens, mais il n'y avait pas en tête que ça allait tourner comme ça. Au moment où on essaie de convaincre Trump de continuer à se battre pour l'Ukraine, à dire, vous savez, c'est pas super intelligent de faire une négociation avec la Russie et de lui céder des bouts de l'Ukraine parce que l'Ukraine a beaucoup de terres rares, de minerais, de pétrole, de gaz qu'on pourrait vendre et offrir à l'Occident. Donc, vous devriez nous défendre et nous aider à récupérer. Et tout ce que Trump a entendu, c'est « Vous avez quoi? What? Combien ça vaut? » Plutôt que de voir ça à travers l'effort de « on va aller défendre l'Ukraine », non, c'était « non, on va se rembourser avec ça ». Et donc, les Ukrainiens se sont fait prendre dans leur propre jeu. Après avoir eux-mêmes proposé, justement, avoir vanté le potentiel de leur gisement minier, de leur gisement gazier, pétrolier, aujourd'hui, ben, ça a probablement mené, en fait, à la réaction américaine de dire ben, « on va les saisir directement, vous avez raison, bonne idée ». Les responsables de Donald Trump ont suggéré qu'un accord minier pourrait être un bouclier économique qui montrerait aux Russes que les États-Unis ont des intérêts en Ukraine. Quelle garantie de défense fantastique! On parlait de dissuasion essentiellement. Donc, il y a deux types de dissuasion. On pourrait dire, on a une armée ici, on s'est engagé fermement à défendre l'Ukraine coûte que coûte. Mais on peut aussi dire, hey, on fait de l'argent en maudit avec l'Ukraine, don't you fucking dare! Ça, en soi, c'est assez suffisant comme dissuasion, ou du moins, c'est littéralement les propos des États-Unis qui nous disent le bouclier économique qui montrerait aux Russes que les États-Unis ont des intérêts en Ukraine. On fait tellement d'argent avec l'Ukraine, n'ose pas y toucher. C'est notre vache à lait. Et voilà un peu de la même manière pourquoi on a envahi l'Irak, par exemple, sur la prémisse des attaques contre le dollar américain ou ces attaques contre les pays des BRICS, c'est vraiment purement transactionnel. Donc, il y a là-dessus quelque chose d'absolument spectaculaire, alors que les États-Unis parlent effectivement de voilà la dissuasion. On va tout simplement exploiter l'Ukraine, ça va devenir une colonie économique américaine, et donc la Russie n'aurait pas intérêt à l'attaquer. Ils vont comprendre qu'on va réagir naturellement. Plus tôt cette semaine, Trump a déclaré que les États-Unis auraient besoin de 500 milliards de dollars de minéraux ukrainiens pour rembourser le soutien militaire et civil apporté à Kiev depuis le début de la guerre. Un chiffre bien plus élevé que l'aide américaine réelle. C'est tellement vrai, ça c'est important de le comprendre. On parle de 500 milliards au minimum d'abord. Ce qu'on veut, c'est un plancher de 500 milliards et ensuite on construit là-dessus, probablement un peu dans l'ère de Gaza, en question d'une entente permanente sur les 50% des gisements. Certains ne sont même pas exploités en ce moment, mais encore plus. Les Américains, lorsqu'ils ont fourni de l'aide à l'Ukraine, d'abord, ça ne se rend pas à 500 milliards. Deuxièmement, les chiffres sont manipulés. C'est de l'argent qu'on est en mesure essentiellement de fournir aux producteurs d'armes américains, ou ce qu'on faisait, par exemple, c'est j'ai un vieux téléphone ici dont je vais me débarrasser. Il n'est plus à jour, il est rendu de plus en plus lent, il est facile à hacker par les adversaires, etc. Ce que je prends, il vaut sur papier 900 $. En réalité, je l'ai utilisé, il en vaut peut-être 300, 325 au point où on en est, une année et demie d'utilisation. Non, il en vaut 900 sur papier, je l'envoie à l'Ukraine, l'Ukraine me doit 900 $. C'était carrément de la fraude comptable qui permettait aux États-Unis ensuite de prendre ce 900 $ et de s'acheter du nouvel équipement. L'équipement qui, lui, n'était pas sur le bord de l'expiration. Les bombes ont une date d'expiration, c'est important de le comprendre. En tout cas, de bombes d'explosifs, ça a une date d'expiration. C'est pas utilisé avant un certain moment. Les matériaux, ça se décompose, ça se perd en qualité, ça se dégrade, jusqu'au point où on peut plus l'utiliser de manière fiable et crédible. Donc, les États-Unis ont utilisé l'opportunité de l'aide à l'Ukraine pour remplacer l'essentiel de leur arsenal, d'envoyer leur vieil équipement, leurs vieilles armes, leurs vieux missiles, leurs vieux systèmes de guidage, et en remplacement, mettre à jour tout ça avec l'argent de l'Ukraine. Et aujourd'hui, veulent se rembourser intégralement et plus à travers les minerais ukrainiens, encore une fois, dont on va déterminer le prix, dont on va... Et tout ça est un effort purement colonial, et c'est pourquoi je vous dis ça relève de la parodie, de la caricature. On décrirait ce genre de scénario et on dirait franchement, on va jamais t'exagérer, c'est un mauvais scénario de film. Les États-Unis qui vont partir une guerre avec laquelle ils n'ont rien à voir, qui vont l'alimenter jusqu'à ce que ça fasse plus leur affaire, pour ensuite récupérer tout ce qu'il y a dans ce pays en excluant tout le monde qui a participé à la guerre dans le processus et se repayer directement dans une vision purement transactionnelle, en cédant à la Russie dans le processus de négociation. Je veux dire, tout ça,
c'est la conclusion prévisible pour l'Ukraine. C'est triste, c'est une parodie parce que tout le monde regardait tout ça aller depuis 2 ans, 3 ans, voyait que ça allait se terminer comme ça. Voyait qu'éventuellement, l'Ukraine allait arriver à bout de ressources, éventuellement, le consensus politique allait être brisé en Europe, en Amérique du Nord, qu'éventuellement, on arriverait à un processus de paix, que dans ce processus de paix, il allait avoir une dette, il allait avoir des garanties de sécurité à donner et il allait avoir des territoires à céder. Que tout ça, c'était un peu des réalités incontournables. Aujourd'hui, on est confronté à ça, donc on peut faire porter l'odieux de la démarche à Donald Trump, mais il faut reconnaître que c'était prévisible. La seule chose qui est différente là-dessus, c'est qu'on aurait retiré un peu de la caricature, c'est que je doute que les États-Unis auraient été aussi explicites en allant racheter l'Ukraine ensuite, puis en exploitant son potentiel. Et soyons clairs, ils l'auraient fait quand même. Il n'y aurait pas l'entièreté du potentiel minier, gazier, pétrolier de l'Ukraine aurait probablement été capté, ou l'écrasante majorité, captée par les États-Unis ou des intérêts américains. Mais ça aurait été fait plus subtilement. Ça aurait été des entreprises américaines, des grosses minières, des grosses pétrolières qui vont se dénicher des contrats, qui corrompent des gens à gauche et à droite, qui s'arrangent pour manipuler l'appel d'offres et qui sont en mesure d'obtenir des concessions importantes sur justement les gisements en question. C'est plutôt comme ça que ce serait produit. On n'aurait pas signé une entente noir sur blanc. C'est très transactionnel. C'est là-dessus, d'ailleurs, il y a un élément absolument hilarant. On nous dit que ça avait plus l'air d'une entente qui relève d'un tribunal de l'État de New York que ça avait l'air d'une entente de politique internationale. C'était un peu écrit sur un dossier de page. Cependant, l'accord n'est pas encore conclu. Les 2 parties négocient les derniers détails. La partie ukrainienne a donc transmis son projet de texte à la partie américaine. Ils y travaillent. Pendant ce temps, les Ukrainiens travaillent sur les propositions américaines. Une personne au fait des négociations a déclaré « Les Américains n'étaient pas satisfaits des propositions ukrainiennes. Un problème avec le projet américain est qu'il ne comporte apparemment aucune garantie de sécurité réelle pour l'Ukraine, à l'exception du déploiement éventuel de troupes américaines pour protéger les minéraux en cas d'accord avec la Russie pour mettre fin à la guerre. » Donc on dit « Oui, on vous enverrait des troupes essentiellement. La garantie de sécurité qui existe, c'est notre activité économique, telle qu'on l'a mentionné plus tôt. On enverrait des troupes un peu comme on le fait en Afrique, pour défendre les mines, pour défendre les gisements, pour défendre les puits de pétrole, comme on l'a fait en Syrie. C'est vraiment la tâche principale qu'aurait la force de dissuasion militaire. Ce serait de protéger vraiment les intérêts économiques. Zelensky a cité les garanties de sécurité lors de la conférence de Munich sur la sécurité samedi, en déclarant que l'accord sur les terres rares n'était pas encore prêt. Nous devons en parler comme d'un investissement et le formuler correctement, et nous pouvons réfléchir à la manière de répartir les bénéfices. Tout ça serait lié à des garanties de sécurité. Et je ne vois toujours pas ce lien avec les garanties de sécurité contenues dans le document. Donc, en ce moment, il faut prendre une photo de la posture de négociation où les États-Unis imposent l'accord. L'Ukraine dit, on a pris conscience, on leur a retourné une version qu'on trouve en ce moment, il n'y a pas assez de garanties de sécurité. Mais soyons clairs, en aucun cas, il est question de remettre en doute l'accord. Il n'y a personne qui dit, non, ils n'ont pas le droit à nos 50 %. Ils disent, oui, mais il faudra au moins que vous nous garantissiez la sécurité. C'est là où on est dans la négociation en ce moment. Zelensky, le secrétaire d'État Marco Rubio et Zelensky ont discuté de l'accord sur les minéraux lors d'une réception avec les responsables américains. Et selon une personne au courant de la conversation, il était implicite, mais pas explicite, que les États-Unis protégeraient leurs intérêts dans la joint venture. Donc, naturellement, on défendrait notre argent. Zelensky, selon les parlementaires américains qui l'ont rencontré, a déclaré qu'il examinait la proposition américaine pour s'assurer qu'elle était conforme. Je pense qu'il a fait ce que toute personne responsable aurait fait. Il a dit qu'il lirait le texte et verrait s'il était conforme à nos lois. Mais il pourrait avoir des embûches juridiques. Il a déclaré que Trump n'avait aucun droit légal sur les minéraux bruts de l'Ukraine, car Kiev a signé un partenariat stratégique avec l'Union européenne. Oh! L'Ukraine a un partenariat stratégique sur les minéraux, sur le pétrole, sur le gaz, effectivement, avec l'Ukraine qui remonte à 2021. Alors, curieusement, aujourd'hui, on pourrait effectivement se voir l'Ukraine, ne pas trop être surpris de voir l'Europe être paniquée à l'idée d'une entente entre les États-Unis et l'Ukraine pour exploiter ce potentiel minier qui leur avait été garanti déjà à travers des ententes préalables.
Donc, il ne faut pas se surprendre de la géopolitique à laquelle on assiste actuellement, de quoi il est véritablement question. Je veux qu'on en soit tous conscients. Il est question du potentiel minier, gazier, pétrolier de l'Ukraine, et c'est de quoi dont il a toujours été question. Quand on nous parle justement du Donbass, de la Crimée, il faut le comprendre, l'essentiel du potentiel gazier, industriel et minier de l'Ukraine se trouve dans l'est du pays, dans la région actuellement occupée par la Russie. Donc, depuis le départ, ça faisait même partie des motivations russes de prendre le contrôle de la région du Donbass et de la Crimée, d'avoir accès aux champs de gaz dans la mer Noire notamment. Aujourd'hui, Trump prétend que les matières premières ukrainiennes pourraient alimenter l'économie américaine, mais ces matières premières ne sont pas seulement ukrainiennes, elles sont aussi européennes. Pourquoi l'Europe devrait-elle céder à l'Amérique les ressources qui devraient alimenter sa propre économie? Vous voyez de quoi il est... Ça, en passant, c'est le ministre de la Défense ukrainien qui nous dit ça. Pourquoi l'Europe devrait-elle céder à l'Amérique les ressources qui devraient alimenter sa propre économie? L'Ukraine sait très bien ce qui est en train de se produire. Tout le monde, ça devient tellement évident. J'espère que ça vous perce les yeux autant que moi. On est en train de jouer des enchères pour le potentiel minier, pour les gisements ukrainiens, pour savoir qui va se mettre la main dans le bonbon. Et alors que les Américains disent qu'ils vont le faire, les Européens paniquent et les Ukrainiens disent « Hey, on vous avait déjà promis, venez nous défendre. C'est à vous, ça, ces minéraux-là. Pourquoi eux devraient alimenter? Ça vous revient. » On est vraiment dans une logique purement colonialiste. Hein. C'est la division de l'Afrique essentiellement. Là. L'essentiel pour moi, c'est que l'Ukraine a de la valeur, a littéralement de la valeur, a déclaré Lindsey Graham lors d'un événement organisé par Politico. Trump voit désormais l'Ukraine différemment. J'ai dit que ces gens étaient assis sur une mine d'or. Je lui ai montré une carte. J'ai dit « Regarde ». Plus tôt cette semaine, le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a apporté un projet d'accord sur la coopération économique incluant les terres rares et l'a présenté à Zelensky. Cet accord, d'ailleurs, il y a des paragraphes assez intéressants que je voulais absolument vous relever, dans lequel les États-Unis ont essentiellement présenté cet accord à la dernière minute. Les Ukrainiens n'étaient pas au courant et ils ont dû réagir. En fait, leur seule opportunité pour offrir une contre-entente, une contre-proposition, c'est parce que l'avion du secrétaire d'État Marco Rubio a eu un incident immédiatement après le décollage depuis les États-Unis où le pare-brise s'est fracturé, il a fallu faire demi-tour. Et pendant ces 4 heures de délai, la délégation ukrainienne, qui avait déjà la proposition en main, a eu le temps de préparer quelque chose en retour. Originalement, on arrivait vraiment pour exiger une signature le soir même. Secrétaire d'État américain allait pour... Non, vous signez maintenant, ici, en bas de la ligne, good. Il n'y a pas de négociation, c'est une précondition pour qu'on continue à vous appuyer dans le processus de négociation. Sans quoi, arrangez-vous avec l'Europe. Et vous savez ce qu'on a entendu de cette semaine, à quel point Zelensky a un talent magnifique pour se mettre dans la merde avec des déclarations étranges où il dit « Il n'y a aucune garantie de sécurité qui est crédible sans les États-Unis. » Félicitations, il vient de donner l'entièreté du levier stratégique à Washington. Oui, il aurait pu au moins dire, gars, on n'a pas besoin nécessairement des États-Unis, l'Europe peut nous défendre, l'Europe, levez-vous, formez une force de défense crédible, puis vous allez pouvoir ensuite remplacer les États-Unis dans l'espace de sécurité en Europe. Non. Zelensky dit ouvertement, gars, et si les États-Unis ne sont pas sur le papier, noir sur blanc, comme quoi ils nous défendent, ça vaut rien. C'est une insulte totale à l'Europe, quoi. Ben oui, la France va nous défendre. Ben oui, le Royaume-Uni puis l'Italie vont envoyer des chars. C'est une insulte totale, mais c'est, je pense, un postulat réaliste sur l'état de la défense européenne. Mais ce que ça implique, c'est ça, c'est que l'Ukraine n'a absolument aucun levier. Et que les États-Unis sont en mesure de dire, c'est ça, si justement vous voulez pas nous faire des concessions, arrangez-vous avec l'Europe. Nous, on n'a aucun intérêt à vous défendre à partir de maintenant. Et vous venez de le dire vous-même que l'Europe ne peut pas vous défendre. Alors, la posture de négociation, elle est absolument en faveur des États-Unis en ce moment. Ces ressources sont essentielles aux capacités industrielles et militaires de la Russie, permettant une grande autosuffisance économique et réduisant la dépendance. On nous dit que tout ça, actuellement, est sous contrôle russe et que ce serait donc préférable de les faire passer sous contrôle occidental. Cette histoire-là d'entente sur les minerais stratégiques, c'est à suivre parce que, à mon sens, il n'y a aucun doute que ça va se produire. Aucun doute que ça va se produire. Ce qui va être à suivre, 2 points.
la réaction d'abord de l'Europe. Probablement que ça va être un énorme point de tension avec les États-Unis, parce qu'il est vrai, effectivement, que l'Europe anticipait de se mettre la main dans le pot de bonbons également et d'aller chercher une partie importante du potentiel minier, gazier. Puis il faut, là-dessus, comprenons l'Europe. Ils ont perdu la Russie. C'était la Russie qui remplissait ce rôle. Une partie de la compensation qu'on imaginait, c'était certes, on ne peut plus aller chercher nos matières premières en Russie, certes, on n'a plus accès à un potentiel énorme en termes de gaz, de pétrole, mais on a au moins l'Ukraine. Ensuite, on pourra s'aligner avec l'Ukraine, puis on va essayer de... Là, vous me dites, non, vous ne l'aurez même pas, c'est les États-Unis qui vont s'aligner avec, ils vont vendre tout au complet, donc la réaction de l'Europe, clairement, ça va brasser. Probablement qu'il y aura un intérêt renouvelé vers l'Afrique, désolé de vous l'annoncer. Et deuxième point, la posture de Zelensky. Parce que Zelensky est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, pris entre l'arbre et l'écorce. Il n'a pas vraiment la possibilité de s'opposer à quoi que ce soit, mais ne peut pas non plus accepter une entente qui vide l'Ukraine pour des générations. À l'inverse, les États-Unis ne vont pas tolérer un refus. Donc, c'est mon deuxième point à surveiller. Regardez ce qui va arriver avec Zelensky. Il n'est pas impossible, s'il décide de s'opposer à cette résolution, que les États-Unis vont tout simplement se débarrasser de lui. Avant même un processus de négociation. Et il est possible que la Russie consente à tout ça en disant « Good. On voit comment tout ça se trame, là. Good. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous avez à faire. » En ce moment, le conflit est paralysé, gelé. La Russie a l'initiative. Donc, aussi longtemps que ça dure, c'est à la faveur de la Russie. Les États-Unis n'appuient plus financièrement, militairement l'Ukraine. Donc, on est vraiment devant une situation qui est... On est vers une fin de régime là, pour ce qui est de l'Ukraine. Fin de régime de la guerre en général. Finalement, conférence de sécurité de Munich, J.D. Vance qui largue une bombe sur l'Europe pour venir en fait une extension un peu de la discussion sur laquelle on se trouve depuis quelques minutes, alors que conférence de sécurité de Munich est un événement récurrent d'année en année, depuis quelques années en fait, qui normalement invite la Russie, qui invite certains alliés européens ainsi que la Russie à participer à une discussion sur les enjeux de sécurité en Europe. C'est une conférence à laquelle s'absente la Russie depuis maintenant quelques années. Depuis la guerre en Ukraine, en fait, 2022, déjà, la Russie avait décidé de se retirer quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine. C'est un forum qui, normalement, traite spécifiquement de la question de l'Ukraine, très longuement et en détail. Et cette semaine, J.D. Vance, qui a été d'un discours extrêmement chargé et divisif, je l'ai regardé parce que j'entendais des commentaires absolument épidermiques sur ce discours, comme quoi c'était très lourd et comme quoi ça avait causé de la division en Europe et comme quoi on réagissait avec beaucoup de sévérité et qu'on était en colère, particulièrement en Allemagne, en France. Je me suis dit, mais voyons, mais qu'est-ce qu'il a pu dire? Il faut que j'aille voir ce discours. Et donc, ce discours d'environ 13 minutes, je vous invite à le regarder. D'ailleurs, honnêtement, c'est pas si controversé, mais il y a effectivement un certain nombre de déclarations qui ont piqué l'Europe, parce que normalement, on s'attend des leaders américains qu'ils louangent la relation entre les États-Unis et l'Europe, que l'Europe sont nos partenaires, nos amis, etc. J.D. Vance a plutôt été d'une attaque en règle contre les démocraties libérales européennes, disant « J'ai l'impression qu'on partage de moins en moins. J'ai l'impression que la liberté d'expression retraite en Europe. J'ai l'impression que vous n'êtes plus prêts à vous battre pour les mêmes enjeux que nous. J'ai l'impression, et un certain nombre d'exemples qui ont été donnés d'ailleurs par J.D. Vance, notamment un qui a dû vraiment choquer, la question de la Roumanie. On nous dit, vous savez, on a vu très récemment une élection être annulée. Annulée. Parce que ça ne faisait pas l'affaire des technocrates et des bureaucrates. C'est complètement inadmissible, inacceptable. Et donc, les accusations de J.D. Vance allaient sur beaucoup plus que juste « vous devez en faire plus sur la liberté d'expression, vous devez en faire plus sur l'immigration, l'économie, etc. » C'était une attaque sur les fondements idéologiques de l'Europe, à lui dire « j'ai l'impression qu'on n'est pas les mêmes. J'ai l'impression que vous ne voulez pas la même chose que nous. » Et de plus en plus, on ne se reconnaît pas dans les politiques européennes. Là-dessus, il y a un peu une hypocrisie, parce que bien sûr, tout ce qu'on critique actuellement de l'Europe sont des choses qu'on retrouvait il y a quelques semaines à peine aux États-Unis, de manière parfaitement consensuelle, ou presque. La question de l'immigration, critiquée par J.D. Vance sur l'immigration, sur l'Europe, c'était la même chose aux États-Unis. La question de la censure, notamment. Censure, liberté d'expression, etc. On a critiqué sévèrement l'Europe.
C'était la même chose aux États-Unis, sous l'administration Biden, et sous les réseaux sociaux traditionnels, jusqu'à très récemment. Donc, là-dessus, il y a un peu d'hypocrisie. Ça a été mal reçu par les Européens. Un silence total, pas d'applaudissements du début à la fin, des regards malaisés à l'intérieur de l'audience. Et J.D. Vance a probablement remarqué, d'ailleurs, parce que lorsqu'il s'est retiré, on l'a senti avec un ton un peu plus humoristique, disant « Vous allez survivre à Elon Musk ». On a survécu à Greta Thunberg pendant 10 ans, vous allez survivre à Elon Musk pendant quelques mois. Personne n'a ri. Personne. C'était vraiment on sent la fracture entre l'Europe et les États-Unis qui est en train de s'agrandir de manière de plus en plus explicite. Et quand je vous dis on vit dans un monde qui n'existe plus, les États-Unis, cette conférence de Munich a vraiment incarné cette nouvelle réalité dans laquelle on est venu affirmer tout haut, tout clair aux Européens, on n'est plus dans la même équipe. Arrangez-vous. Et ça a eu l'impact qu'on peut estimer. Donc, je voulais absolument vous le mentionner. Si vous avez l'opportunité, allez voir ce discours de J.D. Vance. On en a eu très peu entendu parler en Amérique du Nord parce que, comme je vous le dis, ce sont des trucs qui ont été largement réglés à travers la dernière campagne électorale. Question de la censure, question de l'immigration, etc. C'est des débats culturels qui ont été réglés, si on veut. Pour ce qui est de l'Europe, tout ça est extrêmement controversé encore et ça s'inscrit vraiment dans cette fracture de plus en plus grande entre les États-Unis et l'Europe. Finalement, très rapidement, négociations entre la Turquie, la Syrie, les Kurdes. Mise à jour rapide sur la Syrie alors que les forces de Tahrir al-Sham sont en train de littéralement s'installer comme un gouvernement légitime et formel sur le territoire syrien. L'entièreté ou presque des groupes armés qui étaient auparavant actifs et des milices, des groupes terroristes, groupes armés généraux, groupes violents qui étaient sur le territoire syrien se sont tous rassemblés à l'armée syrienne, donc à l'armée nationale, à l'armée officielle du gouvernement syrien, ce qui est en soi exceptionnel. On a eu de la difficulté à faire ça en passant en Russie lorsqu'on a essayé d'intégrer Wagner et il y a eu énormément de dissensions là-dessus. Il n'est pas facile d'intégrer des groupes armés à l'intérieur d'une armée sous un commandement central, particulièrement dans le contexte syrien où on sait qu'il y avait plusieurs fractures idéologiques, confessionnelles, des fractures religieuses, politiques qui rendaient bien sûr un gouvernement unitaire central extrêmement fragile et délicat. C'était un peu le miracle Assad en fait d'avoir gouverné la Syrie aussi longtemps, bien sûr avec un certain nombre de faillites et de défauts, on en conviendra. Mais certes, Assad était vu comme une figure de stabilité dans une Syrie qui est relativement diverse et fracturée et qui peut être difficile à diriger et à unir, justement. Donc, les forces syriennes, aujourd'hui, ont réussi à s'établir dans le rôle qu'occupait Assad précédemment. La seule chose qui reste à régler maintenant, c'est la question kurde. On le sait, dans le nord-est de la Syrie, vous avez les forces kurdes qui sont appuyées par les États-Unis, largement appuyées par les États-Unis, et qui actuellement contrôlent essentiellement une région autonome. Il y a des négociations en cours entre les Kurdes et la Syrie, et c'est pourquoi là-dessus je voulais qu'on couvre le dossier, parce qu'on pourrait très bien voir des développements dès cette semaine, où les Kurdes et le gouvernement syrien, le nouveau gouvernement syrien, pourraient arriver à un cessez-le-feu, peut-être même à un accord de paix, pour mettre fin aux hostilités entre les deux. Et la Turquie, c'est vraiment le gros facteur là-dessus, où on sent le jeu géopolitique qui se présente. La Turquie lève la main en disant « Nous, qui sommes très actifs en Syrie, militairement, on est prêt à retirer nos forces seulement si vous éliminez tous les groupes armés. » Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est seulement si vous en finissez avec les Kurdes, d'une manière ou d'une autre. Soit de manière violente, vous les expulsez du territoire, vers l'Irak spécifiquement, ou soit vous les intégrez à l'intérieur de l'autorité centrale, et c'est ce qu'on imagine va se produire. Voici ma prédiction pour la Syrie. Ça semble s'orienter dans cette direction. La Turquie et la Syrie ont une entente. Ça semble évident. On va intégrer les Kurdes à l'intérieur de la Syrie comme une région semi-autonome, avec une certaine liberté, une certaine latitude sur le territoire qu'ils contrôlent, sur la région qu'ils contrôlent. Et ce qu'on va faire avec les Kurdes, c'est probablement ouvrir un front sur l'Irak. Parce qu'il y a un ennemi commun ici. Les Syriens, les Kurdes, les Américains, les Turcs, tout le monde en a contre l'Iran.
Et le seul endroit où il est possible actuellement de déplacer le focus et de ne pas entrer direct, l'Irak est un emplacement parfait. L'Irak est sous influence de l'Iran. Il y a beaucoup de groupes violents, groupes armés alignés avec l'Iran qui opèrent des milices à l'intérieur de l'Irak. Il y a une influence iranienne très forte. Il ne faudrait pas se surprendre. Si ce qu'on voit comme cri pro quo, ce qu'on voit comme entente entre la Turquie, la Syrie et les Kurdes eux-mêmes, c'est de dire, ben regarde, on va vous inclure à l'intérieur maintenant du gouvernement, désarmez-vous, et ce qu'on va faire, nous, c'est ouvrir un territoire kurde en Irak. Donc, il y aura un Kurdistan, mais ce sera un Kurdistan irakien. La Syrie va maintenir l'autorité sur l'entièreté de son territoire et les Kurdes seront libres de s'installer en Irak. C'est ce que je crois va se produire. L'Irak est de la même manière que la Syrie et puis beaucoup d'autres États du Moyen-Orient, sont des frontières très flexibles. Il y a moyen de changer les choses. C'est pas nécessairement... Ce qu'on a en Irak, c'est un peu avec la Syrie, c'est vraiment des communautés qui sont axées sur les fleuves. Les rivières, les cours d'eau. Si on est en mesure vraiment de configurer autour de ça un nouvel arrangement, il y a absolument un scénario dans lequel les Kurdes pourraient créer un État à l'intérieur de l'Irak qui permettrait de retirer un peu de pression sur la Syrie. Beaucoup des Kurdes qui se trouvent actuellement en Syrie, en passant, il est question de millions, là. Centaines de milliers de Kurdes. Pour ce qui est de la Turquie, notamment, c'est 20% de la population de la Turquie qui se réclame d'origine kurde. Donc, c'est vraiment des quantités de gens énormes. Et ce qui risque de se produire, donc, c'est la Turquie va déplacer ses Kurdes. C'est une excellente manière pour la Turquie d'apaiser, si on veut, les revendications des Kurdes sur son propre territoire, c'est de créer un Kurdistan irakien. Et c'est essentiellement ce qui existe déjà en passant. C'est essentiellement ce qui existe déjà. Les forces américaines qui opéraient avec les forces kurdes du RSF, donc en Syrie, disaient ouvertement à la blague qu'il n'était pas la force aérienne américaine, c'était la force aérienne de East Kurdistan, du Kurdistan Est, parce qu'ils opéraient essentiellement en Irak, puis ils frappaient au nom du Kurdistan dans l'Est de ce qu'on imaginerait un Kurdistan fictif. Donc, toute la région irakienne, il faut s'attendre à voir ça changer de main. Le gouvernement irakien est malléable. L'Iran est très faible. Je m'attends à ce qu'on ait une guerre d'Irak 3.0. C'est fou, pareil, hein? On a vraiment un cycle dans l'histoire. Trop jeune pour avoir vu une guerre en Irak, trop vieux pour avoir vu une guerre en Irak, mais en même temps, né juste à temps pour voir une guerre en Irak. Merci d'avoir été là, tout le monde. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même endroit pour la prochaine revue de presse. Merci, partagez l'amour, semez l'espoir. Bye bye.